Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour donc dans le Cocorico. Il est 8h12 dans les studios de Life Radio et c'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. Et c'est le moment de recevoir Maître Serge Ouraga. Il est le vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme, porte-parole du COJEP, le COJEP entendez, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, parti justement dirigé par Charles Blé Goudé. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Bonjour Maître. Bonjour. On a notre porte-parole ici, elle est la porte-parole du COC. Donc, la porte-parole du Cocorico. Qui vous accueille avec plaisir et qui a plein de questions pour vous. Oui, merci. Mais attends, Maître, va s'asseoir d'abord. Bien sûr. Mais au moins, il est préparé. Alors, le parti donc dirigé par Charles Blé Goudé, il a déclaré dans l'une de ses interventions l'objectif premier du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et sa priorité n'est pas une démarche électorale, c'est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Où vous en êtes justement avec cette recherche de paix entamée par Blé Goudé dès son retour justement de l'AE en Côte d'Ivoire? Merci à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs. Alors, la recherche de la paix est une démarche permanente. Permanente. Le président Charles Blé Goudé, comme vous le savez, est un acteur majeur de la politique ivoirienne. Et on ne peut pas aspirer à diriger un pays qui n'est pas en paix. Donc, la démarche de paix du président Charles Blé Goudé, elle est permanente. Il continue de rencontrer, d'aller à l'encontre des populations, d'aller vers les populations, de discuter avec tout le monde, tous bords confondus, dans le sens de raffermir la cohésion sociale et de préparer également les événements qui arrivent, comme vous le savez. Alors, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a adressé un message de félicitations au nouveau président du Sénégal en tant que parti panafricain, justement. Comment vous avez appris justement cette nouvelle et puis quelles sont les perspectives de collaboration avec justement le parti au pouvoir maintenant au Sénégal? Alors, comme tous les Africains, nous étions à l'écoute de ces élections, cette élection présidentielle au Sénégal. Et il est vrai que le parti du président, Premier ministre maintenant Ousmane Sonko et le nôtre, partageons un certain nombre de valeurs, notamment le panafricanisme. Et le président Charles Blé Goudé et le Premier ministre Sonko se connaissent. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Alors, comment est-ce que nous avons appris? Comment est-ce que nous avons vécu? Dans un premier temps, comme tous les Africains, avec beaucoup de fierté, de voir que le Sénégal a réussi donc ce test. On a bien compris, bien avant cette élection, que l'environnement était un peu difficile, un peu compliqué. Mais on a vu donc dans le Sénégal tous les ressorts démocratiques sur ce que ce pays avait pour parvenir donc à une élection apaisée et à un résultat qui a été accepté par tous, qui aujourd'hui fait du Sénégal une fierté. Est-ce qu'on peut tirer justement des leçons de cette expérience sénégalaise en termes de démocratie justement? Beaucoup de leçons, comme vous le savez. Voyez-vous, on loue les démocraties dans des pays occidentaux, mais aujourd'hui, on a à côté de nous un exemple de démocratie. Ça veut dire que dans notre pays, on peut également avoir la démocratie à laquelle nous aspirons tous. Donc déjà, ça c'est un enseignement. Ça veut dire que si les autres l'ont fait, les Sénégalais qui partagent avec nous un certain nombre de réalités, un certain nombre vous savez, vous voyez aujourd'hui, on a la même monnaie, les peuples sont un peu les mêmes. On a un certain nombre de réalités qui font que je ne peux pas dire aujourd'hui, moi Ivoirien, que la démocratie dans mon pays est inaccessible. Non. Ce n'est pas seulement en Occident, en Afrique. Nous pouvons faire de nos pays des pays démocratiques. Donc déjà, ça, c'est un enseignement. À côté de cela, vous avez vu un certain nombre de paramètres. Vous avez vu les institutions au Sénégal qui ne font pas forcément d'unanimité. Mais vous avez vu un peu l'attitude de la classe politique qui a accepté les résultats. Vous avez vu un peu l'attitude du Conseil constitutionnel qui a pris des décisions courageuses, qui allaient même à l'encontre de la volonté de celui qui les a nommés. Un certain nombre d'enseignements que nous devons, nous en Côte d'Ivoire, pouvoir tirer de cette élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, nous rappelons donc à toute fin utile que nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Maître Serge Ouraga. Il est le vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme, porte-parole donc du COJEP, le parti porté par Charles Blé Goudé. D'ailleurs, Charles Blé Goudé se retrouve au Cameroun en ce moment? Oui. Qu'est-ce qu'il est allé faire au Cameroun? De façon triviale. C'est une visite de reconnaissance. Voilà, ce sont des Africains, c'est un peuple
pays. On a beaucoup de personnes qui ont soutenu le président Charles Blé Goudé dans sa traversée du désert. Et il était bon pour lui, comme il l'a fait avec les Ivoiriens ici, il était bon pour lui d'aller saluer nos amis africains du Cameroun. Parlant de nos amis africains, de panafricanisme, surtout lors des dernières rencontres justement du COGEP, il y avait un mini-congrès panafricain qui a été organisé. Justement, aujourd'hui, pour vous, où en est-on avec le panafricanisme en Afrique, justement? Alors, nous, au COGEP, et c'est la vision que nous partageons avec un certain nombre de leaders panafricanistes, ce n'est pas un panafricanisme qui exclut. Le panafricanisme que nous visons est un panafricanisme qui rassemble. Qui rassemble, mais qui ne remplace pas un maître par un autre. Voyez-vous, ce à quoi on assiste parfois, c'est qu'on décrit la France, on remplace un drapeau par un autre, par exemple. Ça, ce n'est pas la vision du COGEP. La vision du COGEP, la vision du panafricanisme que nous avons, c'est d'abord en notre sein. Qu'est-ce que nous faisons, nous, de notre souveraineté? Qu'est-ce que nous faisons, nous, de notre démocratie? Qu'est-ce que nous faisons, nous, de notre économie? La souveraineté à laquelle nous aspirons est à tous les niveaux. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, Africains, pour faire de nos pays des pays effectivement souverains? Plutôt que chaque fois de chercher à tirer et aller vers les autres, c'est en notre sein qu'il faut trouver cette souveraineté. Et voilà un peu la vision que nous avons du panafricanisme. Donc, ça continue d'évoluer. Nous partageons cette vision avec un certain nombre de leaders africains, comme vous l'avez vu au mini-sommet. Mini-sommet très intéressant qui a réuni des leaders venus de plusieurs pays. On a eu des députés venus d'autres pays, on a eu des ministres venus d'autres pays. Et c'était vraiment une réussite, ce mini-sommet. Alors, Mahem, Jonathan... Effectivement, j'ai des questions pour monsieur. Alors, la première, c'est de revenir à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de vision. Alors, quelle est votre vision concrète pour l'avenir politique et même à tous les niveaux de l'État ivoirien? Et quelles sont les actions qui accompagnent cette vision? La vision que nous avons de la Côte d'Ivoire, alors c'est la vision sociétale du COGEP, que je la décline, ça va prendre un peu de temps, mais ce que je peux vous dire déjà, le COGEP est un parti, comme tous les partis, aspire à exercer le pouvoir d'État, conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et la vision que nous avons, nous, c'est que dans notre politique, c'est l'homme qui est au cœur de notre politique. L'homme est au centre de nos actions. L'homme est au centre de nos réflexions. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans le sens de sortir l'homme de la situation dans laquelle il est. Parlant de l'Ivoirien, de sortir l'homme de la situation de précarité dans laquelle il est pour aller vers le progrès. Donc notre vision, nous, en Côte d'Ivoire, production de richesse, redistribution équitable de richesse, justice sociale, solidarité. Je ne parle pas de mendicité. Je ne dis pas qu'il faut casser pour des logements, pour donner du riz. Non. Ce que nous disons, c'est où est-ce que je les recase. J'y pense avant de casser. Ce que je dis, c'est où est-ce que, quelle alternative je propose à ceux à qui j'interdis d'exercer une activité commerciale. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'assainis au détriment de ceux pour qui je le fais? Pour qui est-ce que je dirige? Pour les hommes. Donc mon action doit viser à faire progresser l'homme. Donc notre vision au niveau du COGEP, c'est cela. C'est l'homme qui est au centre de notre réflexion, c'est l'homme qui est au centre de notre action, c'est l'homme la finalité de notre action. Merci. L'homme est au centre justement des actions du COGEP. À la radio, c'est la publicité qui est au centre justement. Voilà, tout à fait. On fait un tour en pub, on revient tout de suite avec Maître Serge Ouraga pour parler justement de justice sociale et des actions du COGEP en Côte d'Ivoire, juste après la pub. Nous sommes de retour justement dans le Cocorico et toujours avec Maître Serge Ouraga. Il est le vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme, porte-parole du COGEP. Et bien entendu, Mariam, on parlait de justice sociale, on parlait de déguerpissement et puis de la dernière mesure justement du district autonome d'Abidjan qui vise à assainir encore Abidjan et les rues, notamment de les débarrasser
mendiants et des vendeurs à la sauvette justement dans les rues. Alors, monsieur le porte-parole donc du COJEP, le Charles Blé Goudé avait organisé il y a un mois une conférence justement pour se prononcer sur la grâce présidentielle, sur le déguerpissement. Il avait même rencontré l'abbé Norbert Abécan pour unir justement leurs forces justement pour porter la voix. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans cette opération de déguerpissement par le COJEP, à part la prise de parole de Charles Blé Goudé? Alors, il faut rappeler, et je le dis avec beaucoup d'émotion, c'est un drame auquel nous avons assisté. C'est un drame. Nous avons aujourd'hui des personnes qui ont dormi, se sont réveillées un matin, sont allées au travail, vaquées à leurs occupations, et reviennent voir leur logement, leur maison détruite. Traumatisme, choc. C'est à quoi on assiste. Alors, qu'est-ce que le COJEP a fait? Nous avons dénoncé. Nous avons interpellé le gouvernement. Mais le COJEP a également posé des actions. Comme je l'ai dit, au-delà de tout ce qu'on peut apporter comme matériel, il y a d'abord la dimension humaine. Comment est-ce que les déguerpis ont vécu cette situation? Donc, le COJEP a apporté une assistance humanitaire, assistance médicale. Les personnes âgées que nous avons rencontrées sur place avec notre équipe médicale, beaucoup de personnes âgées ont été auscultées parce que ce sont elles qui ont subi et qui continuent de subir. Vous voyez un peu l'anxiété, vous voyez un peu le stress qui accompagne de telles situations, de tels drames. Et on a eu donc au cours de cette opération qui s'est réalisée sur 2 jours à assister un certain nombre de personnes, à écouter, parce que il y a aussi l'accompagnement psychologique qui est important. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau du COJEP. Nous envisageons également, à côté de cette assistance humanitaire, une assistance juridique. Moi-même à la tête et une équipe de juristes sommes en train de travailler à apporter une assistance juridique à toutes ces personnes qui ont été déguerpies, parce que ça pose tout un ensemble de problèmes, d'ordre social, d'ordre économique, mais également d'ordre juridique qu'il faut prendre en compte. Voilà un peu les actions que le COJEP a menées au-delà des discours. Alors, le COJEP a donné de la voix, on l'a dit, et le gouvernement a réagi justement à travers donc le dernier Conseil des ministres où il a été décidé d'octroyer certaines sommes et certaines... Alors, comment le COJEP a apprécié ce geste du gouvernement et puis comment l'a-t-il jugé justement? Tout geste allant dans le sens d'apaiser les déguerpis est à saluer. Mais quand vous formulez votre question, vous-même vous dites le gouvernement a réagi. Et un gouvernement ne réagit pas. Et un gouvernement agit. Il agit en anticipant. La réaction n'a jamais rien produit de bon. Vous donnez 250 000 francs aujourd'hui à quelqu'un, dites-moi, la caution de la maison, le mobilier, tout ce qu'il faut faire autour pour se loger, même si on vivait dans des baraques. Pensez-vous que 250 000 francs peut permettre à une famille de se recaser? Non. Donc c'est une mesure, une réaction qui a été prise qui peut soulager d'une certaine façon, mais qui, nous pensons, ne devait pas être appréciée de cette façon. Il fallait, avant d'envisager cette opération de destruction, réfléchir aux solutions que cette opération, aux problèmes que cette opération allait occasionner. C'est comme ça qu'il faut réagir. Nous, au COJEP, comme je l'ai dit, l'homme est au centre de notre action. Donc, avant de poser une telle action, nous aurions réfléchi aux solutions qui allaient être, aux solutions qu'il fallait apporter aux problèmes qu'allait causer cette Selon vous, quelles sont ces solutions-là, justement, qu'il fallait mettre en avant, justement, de passer au déguerpissement? Mais comment on recase? Il faut recaser. Mais c'est ce que le gouvernement en fait maintenant avec, justement, le terrain qui a été présenté à Niamey. Réaction. Les maisons sont-elles construites? Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Vous me dites, voici un terrain vague, mais on n'a rien fait. Ok, on écoute justement... il faut construire. Vous. Il faut construire. Oui. Qui construit? Qui? Moi. J'ai les moyens pour construire. Moi, le déguerpi. Vous voyez dans les conditions dans lesquelles je vivais déjà. Est-ce que j'ai les moyens pour construire? Non. Donc, j'ai un terrain vague, c'est vrai,
Est-ce que je construis? On nous dit qu'il y aura donc des constructions et que des loyers modérés seront pratiqués. Quand? Par qui? Tout ce temps, que font ces personnes qui sont déguerpies? Comment vivent ces personnes? C'est à cela qu'il faut penser. Alors moi, les mesures de communication annoncées à grands coups de pub, dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? Rien à ce jour. Est-ce que vous êtes toujours en contact justement avec les déguerpis, avec les propriétaires de l'école cassée qui a suscité justement l'émoi? Est-ce que vous êtes en relation permanente avec ces déguerpis pour essayer justement de leur apporter assistance? Vous avez parlé justement d'assistance juridique. Quelles sont les actions qu'on peut mener justement pour que ces personnes-là retrouvent leurs droits et leur dignité? Alors, ce que le COJEP peut faire, c'est ce qu'on a fait. Une assistance humanitaire, je l'ai dit, psychologique et médicale, une assistance juridique pour les orienter. Cela est en cours. Au-delà, excusez-moi, nous ne sommes pas les décideurs, nous n'avons pas les moyens pour régler cette situation dans son entièreté. Voilà ce que le projet peut faire aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait en tant que parti politique. Et quand vous parlez d'assistance juridique, qu'est-ce que ça renferme justement? Alors, de tout ce que nous avons entendu, se posent des prémices de violation de droits. Alors donc, c'est ce que nous voulons analyser. Donc, nous allons demander à ces déguerpis de venir poser leurs problèmes, ceux qui ont des titres ou pas, pour qu'on analyse, pour qu'on voit ce qu'on peut faire du point de vue du droit. Parce qu'il y a des droits qui ont été violés, il faut obtenir réparation. Donc, l'indemnisation qui est proposée par le gouvernement, soit 1 million, ce que j'ai cru entendre, est-ce que ça couvre le préjudice qu'ont subi ces personnes? C'est toutes ces questions que nous allons analyser. Alors, pendant qu'on parle de déguerpissement, hier, on apprend justement que le district autonome d'Abidjan prend de nouvelles mesures, Maëm. Oui, effectivement, des mesures qui visent, un ensemble de mesures qui visent à assainir et à rendre esthétiquement plaisant le paysage du district d'Abidjan. Esthétiquement plaisant. Oui, esthétiquement, Oui. parce que donc on voit que ces mesures incluent les mendiants et les commerçants ambulants. Donc ça veut dire qu'on ne les verra bientôt plus sur nos routes. Et la question se pose peut-être de savoir également, mais où est-ce qu'ils iront? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures et comment est-ce que cela devrait être fait selon vous? Vous savez, j'aime vos questions. Vos questions comportent en leur sein des débuts de réponse. Vous avez dit rendre Abidjan esthétiquement plaisant. Mais on ne dirige pas en recherchant l'esthétique. Mais c'est quand même la vitrine du pays, la capitale. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais l'esthétique, c'est pour qui? C'est pour l'homme. Donc, ces mesures, en soi, ne sont pas mauvaises. En soi, ne sont pas mauvaises parce qu'elles visent à éviter un certain désordre. Oui. Les commerçants ambulants, ce n'est pas bien à voir. Ce sont des taxes qu'on ne perçoit pas. C'est la concurrence déloyale pour ceux qui Concurrence payent. déloyale. Les charrettes, il y en a qui payent des taxes. Nous savons, ce n'est pas toujours, du point de vue de la sécurité, ce n'est pas toujours une bonne chose. Ça, c'est vrai. Donc, on comprend les motivations qui sous-tendent ces décisions. Et ce que nous disons toujours, c'est quoi? C'est la finalité. C'est l'homme. Lorsque j'interdis à une personne d'exercer une activité rémunératrice, ça veut dire que je prive cette personne de revenus qui lui permettent donc de gagner son pain quotidien. Quelle alternative je lui offre? Ces vendeurs ambulants, quel problème ça pose à l'origine? C'est la difficulté pour eux d'avoir un local où ils vont s'installer. Quels sont les coûts des magasins aujourd'hui? Quels sont les coûts des places dans nos marchés? Est-ce que ces coûts sont accessibles à tous les commerçants, à tous ceux qui veulent exercer une activité commerciale? Voilà le problème que ça pose. Donc c'est vrai, on va les déguerpir, on va empêcher ces personnes donc de se retrouver dans la rue pour vendre. Mais quelle alternative nous leur offrons? Voilà des personnes qui demain vont se retrouver sans emploi. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ne vont-elles pas user de méthodes et de moyens de nature illégale pour gagner leur pain quotidien? C'est à toutes ces questions qu'il faut poser, qu'il faut penser quand on prend des décisions. Alors, maître, pour vous, ce problème de déguerpissement et justement d'assainissement dans la ville d'Abidjan pose un problème de droit de l'homme? Oui, je pense qu'il faut aller au-delà de l'esthétique. Il ne faut pas se limiter quand on dirige
à nos ambitions. Alors, l'ambition du gouvernement, du district, c'est d'assainir. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait de celui dont c'est le seul moyen de subsistance? C'est ça le problème. C'est ça. Donc, il faut aller au-delà. On veut assainir et c'est une bonne chose. Ces commerçants, je ne parle pas des mendiants, ce n'est pas une activité génératrice de revenus pour les personnes qui peuvent travailler. Donc les mendiants, excusez-moi, je ne parle pas d'elles, je parle de ceux qui poussent les charrettes et des vendeurs ambulants. Nous pensons effectivement que cela pose un problème de nature sociale, d'ordre social, que le président doit prendre à bras le corps. Oui, maître, mais quelle solution proposez-vous par rapport à cette situation? Au niveau, bien sûr, des commerçants ambulants. Même si vous n'êtes pas encore au pouvoir. Justement. Qu'auriez-vous fait L'opposition critique, l'opposition propose. Voilà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de places de marché, j'ai parlé de magasins. Oui. Puis, à un moment, ici, à Abidjan, on a cassé, dans certaines communes, on a cassé des magasins, on a dit qu'on allait assainir, construire de nouveaux magasins. Mais dont les prix étaient inaccessibles. Donc, si vous voulez encourager l'activité commerciale, notamment celle qui concerne les petits commerces, il faut créer les conditions pour qu'ils accèdent donc aux places de marché, pour qu'ils accèdent aux magasins. Donc, l'État, à ce niveau, doit réguler les choses. On parle de pas de porte. Vous voyez les coûts des pas de porte des magasins? C'est hors de prix. Oui. Combien de commerçants peuvent payer ces pas de porte? Donc, je pense que l'État, nos communes, et pour la plupart, les communes elles-mêmes construisent des magasins. Mais pourquoi des magasins qui sont construits par des magasins ou des marchés qui sont construits par nos communes, pourquoi est-ce que les coûts de ces magasins, les coûts de ces places de marché ne sont pas accessibles aux petits commerçants? Non. En tout cas, nous avons une réaction d'un internaute. Dans quelle démocratie il n'y a pas de pauvres, dit-il. Même à Las Vegas, il y a des ghettos. Le Brésil a organisé sa Coupe du Monde à Rio de Janeiro et les favelas existent toujours, selon notre internaute, voilà comment il s'appelle, Joby, voilà, qui nous écrit ce message, qui nous suit également. On rappelle justement aux auditeurs qui peuvent nous appeler pour se prononcer sur le sujet de l'assainissement des villes, donc les dernières mesures prises par le district d'Abidjan pour justement se débarrasser des mendiants et des vendeurs ambulants dans les rues d'Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour, donc le porte-parole du COGEP, avec qui nous parlons bien entendu. Nous avons un auditeur en ligne. Nous avons un auditeur en ligne déjà. Oui. Bonjour auditeur. Bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où? Le messager. Bonjour messager. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Alors, nous sommes avec notre invité, Maître Serge Ouraga, vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme du COGEP, avec qui nous avons bien entendu parler à l'instant des mesures prises par le district autonome d'Abidjan. Que pensez-vous justement de ces mesures? Ou sinon, éventuellement, si vous avez une question ou une proposition pour notre invité du jour. Bien, suivez bien. On vous suit. L'Afrique, particulièrement, singulièrement la Côte d'Ivoire, avec ses mots. M-A-U-X. On vous suit? Je viens, s'il vous plaît. On appelle ça un blanc en radio, quand on ne parle pas. Effectivement, nous attendons. Le rond-point de l'Indénié. Très bien. Un jour, sous mes yeux, il y a un véhicule qui a passé sur les pieds d'un mendiant. Ensuite, lors de la confession de l'échangeur de Williamsville, il y a un camion canter, dès qu'il a débraillé, a fauché une vendeuse. Jusqu'à cette dernière perdit sa jambe, perd sous mes yeux. Mais ma jambe, mon pied. Ensuite, concernant les panneaux, il y a des panneaux qui manquent de nous gifler dans Abidjan là. Ouais. Le carrefour de Makori, il y a un mendiant de 8 ans dans un chariot qui est poussé par un enfant de 12, 15 ans. Les deux sont des enfants qui faufilent les voitures chaque jour, toute la journée. Provenant de la CUE, or il y a un nid de poule. Les véhicules sont obligés d'éviter le nid de poule et c'est mendiant. Vu ce tableau-là, le district a raison. Excusez-moi, je serai très assez vis-à-vis de ce monsieur qui est assis, des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai l'impression que ces organismes et partis politiques-là, ils préfèrent voir leurs futurs électeurs dans des légères et cercueils que de voir certains
de leur droit bâclé, piétiné. Ça, c'est ce que vous pensez. Oui. C'est ce que moi je pense, oui. Parce qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Sincèrement, qu'ils comprennent et qu'on s'agisse. La famille, le père et la mère savent que circoncire un enfant fait très mal. Mais malgré ça, le résultat de moins de 2 semaines, on le circoncis parce qu'ils savent qu'au bout, il va avoir la santé. Comment on appelle ça, la joie et surtout l'épanouissement. Pour dire quoi? Lorsque des personnes sont en train de poser des actes, on doit comprendre, on doit s'associer, on doit être tolérant vis-à-vis. Mais... On ne peut pas faire le bonheur des populations sans les frustrer de temps à autre, pas possible. Parmi les mendiants dont vous parlez là, il y en a qui sont propriétaires d'immeubles. Les mendiants là? Oui, c'est moi qui vous parle. Est-ce que je disais avant-hier? Bon, un exemple. Avant-hier ou hier, à Petit Bassam. Pour terminer, Justement, pour terminer, la foudre a foudroyé un fil de retention. Ça fait 3 morts. Mais si en amont, on avait laissé le district faire son travail, on allait préserver la vie de ces 3 personnes-là. Donc je vous en prie, les discours démagogiques arrêtons. Les discours populistes arrêtons. C'est ma contribution. Merci. Que Dieu nous assiste. Merci, bonne journée. Merci pour votre contribution. Merci, Messager, justement, qui a donné son point de vue. Pour lui, il est d'accord avec les actions du district autonome d'Abidjan. On passe à la pub et on revient tout de suite pour la suite de cette interview. Voilà, nous sommes toujours dans le Cocorico avec notre invité, justement pour parler de la vie politique, mais également de la société. Nous sommes avec Maître Serge Ouraga, vice-président en charge des affaires juridiques et des libertés publiques et droits de l'homme, porte-parole du COJEP, avec qui nous avons bien entendu parler de la vie de son parti, mais également des derniers développements de l'actualité en Côte d'Ivoire. Oui. Il s'agit justement des mesures arrêtées par le district concernant dernièrement les vendeurs ambulants et les mendiants. Pour notre auditeur qui vient de nous appeler, ces actions sont à louer justement parce que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais en tout cas, certains propos sont de lui. Effectivement, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Donc... Alors, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je reconnais la voix. Monsieur Koné. Monsieur Connais. Je connais. Bonjour Monsieur Koné, alors Bonjour. vous avez donc une réaction par rapport au sujet débattu en ce moment? Ou si vous avez également, vous voulez parler avec Maître Serge Ouraga, il est disposé à vous répondre. D'accord, ok. Non, j'ai pas grand chose à dire. Je voudrais juste dire au Maître Ouraga, parce que je viens juste d'écouter l'auditeur précédent là, et je voulais lui dire de ne pas répondre, parce que vous savez, dans la vie, quand un philosophe parle de philosophie à des gens qui n'y connaissent rien, ces gens-là vont lui dire il est idiot, et ça fait très mal. Donc, Maître Ouraga, Oui. votre fonction, votre vocation, elle est vraiment à louer, et j'ai écouté votre intervention. Elle est très logique, ça montre un esprit critique très élevé. Et je voudrais dire, n'écoutez pas les gens qui ont parlé tout à l'heure. Et je sais que la radio est contre ça, mais franchement, veuillez m'excuser, mais j'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi, vraiment, je veux dire, qui manque son QI. Là, d'un poli, quoi. Donc, le QI de la personne qui a parlé tout à l'heure est très, très faible. C'est-à-dire, c'est digne même. Franchement, je pourrais me taire comme ça, mettre au regard de quoi je parle, et vous aussi. Le QI est très faible, mais ça, c'est la chance aux médias. Les médias ont permis à tout le monde de parler. Effectivement, on essaie de donner la parole tout en demandant aux uns et aux autres justement de garder le bon ton, parce que la démocratie également se nourrit de contradictions. Mais il faut quand même respecter, il faut garder le bon ton. C'est le bon ton. Mais c'est le bon ton, c'est un terme soutenu. Je dis simplement, franchement, parce que là, il a parlé dans un média qui est écouté par des millions de personnes. Et c'est important de dire que ce qu'il a dit, franchement, ça fait preuve... excusez-moi. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais, très bien. Ouais. D'accord. C'est pas du tout intelligent. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Passez une bonne journée. Merci beaucoup pour votre contribution, justement. Maître, on vous a dit de ne pas répondre, mais qu'est-ce que vous en pensez, justement? Deux idées qui s'opposent, deux manières de penser complètement différentes. C'est aussi cela la démocratie. Voilà, mais
que nous avons dit relativement à cette question, c'est que nous dénonçons, mais en même temps, nous avons des propositions que nous avons exposées tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais quand nous serons aux affaires, vous verrez ce que nous ferons. En tout cas, mesdames, messieurs, vous pouvez continuer de nous appeler et en gardant le bon ton, hein, parce que vraiment, on essaie d'ouvrir le micro, on essaie de vous donner la parole pour vous exprimer, pour dire ce que vous pensez, mais il faut également respecter. Donc, parce qu'il me semble que pour aboutir à une Côte d'Ivoire de liberté d'expression aussi, c'est d'accepter qu'on ne sera pas toujours d'accord avec les analyses et les avis des autres. Donc, vous pouvez continuer de nous appeler pour parler justement de l'action du district autonome d'Abidjan concernant donc les mendiants et les vendeurs ambulants. En attendant, nous, on continue tout doucement notre interview. Le gouvernement a décidé d'acheter le cacao à 1500 francs désormais. Certains jubilent, comme on l'a vu à la une d'un journal hier, et d'autres estiment que ces mesures sont encore insuffisantes. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour nous, c'est, comme je l'ai dit, il faut déjà saluer. Le prix de 1500, c'est un prix qui n'a jamais existé. Oui. Mais nous pensons que la question du café et du cacao va au-delà d'une campagne. Aujourd'hui, pour cette petite campagne, le prix est à 1500. Pourquoi, pour la grande campagne, on n'a pas eu un tel prix? Ça aurait fait beaucoup plus de bien à nos populations. Parce que nous ne vendons pas beaucoup. La quantité de cacao que nous vendons aujourd'hui est très faible. Donc, les planteurs ne profitent pas vraiment, ne profitent pas pleinement du prix de 1500 francs qui est aujourd'hui pratiqué. Vous voyez un peu. Mais je pense qu'au-delà, il faut aller plus loin que ça. On fait la comparaison avec certains pays où le prix du cacao est plus élevé. Et pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, la qualité de notre cacao, il y a un problème déjà au niveau de la qualité de notre cacao. Problème de certification, problème de labellisation. Voilà les voies par lesquelles il faut passer pour qu'on ne subisse pas les contre-coups du marché. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a opté pour la stabilisation. Alors, il faut rappeler qu'on était dans la stabilisation, après on a fait la libéralisation, aujourd'hui on est encore dans la stabilisation. Donc, on change de système, mais les planteurs sont toujours dans la même galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des solutions pérennes. Les solutions pérennes, c'est la qualité de notre cacao. C'est la qualité de notre cacao qui va nous donner une plus-value. Parce que vous savez que quand votre cacao, aujourd'hui, est certifié, quand il est labellisé, par exemple, vous avez une prime sur le prix du cacao, au-delà du prix qui est fixé. Donc, ça veut dire que même si les coûts sont bas, vous allez bénéficier toujours de cette prime parce que votre cacao sera certifié, sera labellisé. Aujourd'hui, l'Union européenne nous parle de traçabilité du cacao. C'est quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que, pour ce cacao-là, on puisse identifier la plantation, d'où elle vient, d'où elle sort. Et ça, c'est une exigence de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en Côte d'Ivoire, de 16 millions de forêts, on est passé aujourd'hui à 2 millions de forêts. Pourquoi? Parce qu'on a détruit les forêts pour faire du cacao. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on fasse de nouvelles plantations. Non, les anciennes plantations. L'agroforesterie aujourd'hui est encouragée. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, sur un hectare, vous devez avoir au moins 18 plants d'arbres. Vous voyez un peu. Ou reboiser. Donc, il y a un certain nombre de mesures qu'il va falloir prendre pour que notre cacao soit de qualité, qu'on puisse bénéficier des primes et de tout ce qui est des plus-values travail des populations. Voilà, nous sommes en compagnie de Maître Serge Ouraga, vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques, des droits de l'homme et porte-parole du COJEP. Maëm, porte-parole du Cocorico, vous avez une question? Oui, deux questions qui concernent cette fois-ci le volet de la présidentielle en politique. Alors, que pensez-vous de l'élection de 2025 de manière générale? Est-ce que pour vous, c'est l'occasion de renouveler la classe politique ivoirienne? Est-ce que vous êtes pour la candidature donc de Monsieur Laurent Gbagbo du PPACI, par exemple? Voilà. Et voilà, donc une réélection du président actuel. Ou sinon, que pensez-vous de la candidature également de M. Charles Blé Goudé? Moi, je voulais remettre une couche sur cette question, justement. Le président Charles Blé Goudé, lors de sa dernière conférence de presse, avait salué justement la grâce présidentielle, mais avait demandé également au chef de l'État de revoir leur situation, lui et justement Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas attendu que la situation soit revue. Il a accepté d'être candidat de son parti.
Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, concernant le cas de Charles Blé Goudé, sera-t-il candidat, oui ou non? Est-ce que des négociations sont en cours? Même, on est en phase là? Oui. Okay. Maître, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que nous pensons de la candidature du président du PPACI? Aucun commentaire. Je m'attendais à cette réponse. Bien entendu, il ne s'agit pas pour le COJEP de porter un jugement sur un choix opéré par un autre parti politique. Que pensez-vous si jamais le président actuel décide de rempiler? C'est son choix. Ok, pas de commentaire. C'est son choix. Que pensez-vous justement de la candidature de Charles Blé Goudé? C'est la même question qu'on a. Bien sûr. Est-ce que dans l'état actuel, justement, Charles Blé Goudé est toujours sous le coup d'une condamnation? Est-ce qu'il peut être candidat? Qu'est-ce que vous envisagez justement pour la présidentielle 2025? Alors, il faut d'abord souligner que le COJEP a décidé à son dernier congrès que l'élection de 2025 ne va pas se passer sans nous. Nous allons prendre une part active à cette élection de 2025. Est-ce que le président Charles Blé Goudé peut se présenter à l'élection présidentielle de 2025? Comme vous le savez, en l'état actuel, non. Donc le cas Sonko et Faye est envisagé au COJEP? À ce jour, à plus d'un an de l'élection présidentielle, je pense que c'est un peu prématuré pour nous de se présenter, d'aller dans ce sens. Vous pensez qu'un an, c'est assez pour justement désigner un candidat, se préparer? Bien entendu, nous avons prévu au cours de notre congrès de tenir une convention qui va préciser, déterminer la forme que prendra la participation du COJEP à l'élection de 2025. Donc, on va débattre de cette question, de la forme que notre participation va prendre et éventuellement du candidat que nous allons proposer. Donc, est-ce que le président Charles Blé Goudé sera candidat ou pas? Aujourd'hui, il est un peu tôt pour se prononcer, mais vous savez... La politique, il faut d'abord qu'il soit sur la liste. La politique, elle est dynamique. Oui. La politique, elle est dynamique. La réalité d'aujourd'hui, avril 2024, n'est pas celle d'octobre 2025. Oui. Donc nous pensons, et comme le président de la République lui-même l'a dit, il faut qu'on tourne la page de la crise de 2010. Eh oui. La condamnation du président Charles Blé Goudé est un des reliques de la crise de 2010. Il faut qu'on tourne cette page. Aujourd'hui, certains ont été amnistiés, d'autres ont été graciés. Mais voyez-vous, le président Charles Blé Goudé n'a ni été amnistié, ni été gracié. Nous pensons que cette condamnation est une condamnation politique qui doit trouver une réponse politique. Il faut qu'à un moment donné, nos autorités, à l'image de ce qui s'est passé au Sénégal, prennent des mesures pour permettre à tous ceux qui veulent être candidats de se présenter à l'élection présidentielle. La justice, pour nous, ne doit pas être un moyen qu'on utilise pour constituer un obstacle à l'expression libre de ceux qui veulent se présenter à l'élection. Et même au choix des Ivoiriens. Parce que certains d'entre nous, les Ivoiriens, veulent bien voir le président Charles Blé Goudé à la tête de ce pays. Il faut leur permettre de se prononcer. Alors moi, je reviens sur cette question. Si d'aventure Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, est-ce que vous pouvez envisager la solution PASTEF, justement, remplacer le candidat par un autre, puisqu'il n'est pas sur la liste électorale? Nous n'en sommes pas encore là, mais soyez rassurés. Le COJEP est un parti responsable qui envisage toutes les hypothèses. D'accord. Voilà, donc le moment venu, nous prendrons les décisions idoines. Et puis nous sommes à justement un an de ces élections. L'une des problématiques justement posées par la classe politique, c'est le renouvellement de la commission électorale indépendante. En tant que porte-parole justement du COJEP, pensez-vous qu'à l'état actuel, la CEI peut organiser des élections équitables, justes et transparentes? Non. Pour nous... Catégorique. Non, catégorique. L'arbitre ne peut pas être d'un camp. Ce n'est pas possible. Quelles sont les réformes justement que vous avez proposées pour améliorer le fonctionnement de la commission électorale indépendante? C'est l'impartialité, la neutralité qui implique qu'il faut débarrasser la commission électorale indépendante de tous les représentants des partis politiques. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi on s'obstine à prendre un parti politique, à le mettre dans la commission électorale et penser qu'on est en train de garantir les conditions d'une élection transparente. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette commission sont des partisans. Voilà. Représentants du parti au pouvoir, représentants du chef de l'État, représentants du ministère de l'Intérieur, représentants de la société civile eux-mêmes nommés par l'exécutif, représentants des partis politiques. Dites-moi,
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une commission totalement partisane. Et quel résultat peut donner une commission partisane? À un an des élections, les choses peuvent changer selon vous? C'est la volonté. Très La bien. volonté politique. Rien n'est peut impossible. En tout cas, nous, au Cocorico, nous avons la volonté d'ouvrir justement notre micro, de donner la parole à tous les acteurs politiques, à tous les acteurs de la société civile pour justement se prononcer sur la vie des Ivoiriens. Et c'est dans ce cadre justement que nous recevons Maître Ouraga Serge, vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques, des droits de l'homme, porte-parole du COJEP, avec qui nous avons parlé de la vie en général, et puis un peu de politique, voilà. Et puis, Charles Blé Goudé sera-t-il candidat ou non? Il faut encore attendre un peu pour savoir si Charles Blé Goudé ira donc en tant que candidat. Mais une chose est sûre, le COJEP ira à ces élections, ça on l'a retenu. Absolument. Alors Maître, nous sommes au terme de notre interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne, nous, donc de votre passage à la F Radio ce matin? Alors, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que le COJEP a une offre. Le président Charles Blé Goudé, vous le connaissez. Les Ivoiriens le connaissent. Que ce soit en privé comme en public, certains réclament sa candidature. Beaucoup veulent le voir à la tête de ce pays. Beaucoup de femmes viennent nous voir. C'est notre enfant. Nous le connaissons. Nous voulons qu'il soit à la tête de ce pays. Les hommes, oui, c'est notre fils. Il s'est battu à nos côtés. Il a donné sa poitrine pour nous. Nous voulons qu'il soit là. Et nous, plus jeunes, nous disons c'est notre leader. C'est le leader de notre génération. C'est celui qui porte nos ambitions. C'est celui qui porte notre projet. Je voudrais, au-delà donc du COJEP, que les gens comprennent, que les Ivoiriens comprennent que le président Charles Blé Goudé n'est pas que pour le COJEP. Il est pour tous les Ivoiriens. Et j'invite donc tous les Ivoiriens à nous rejoindre dans cette dynamique pour porter le président Charles Blé Goudé, qui porte nos espoirs. Parce que vous voyez à l'image, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans la sous-région, vous comprenez qu'il y a un mouvement. Il y a un vaste mouvement. Et on avait parlé à l'époque du vent de l'Est. On a parlé à un moment donné du printemps arabe. Le printemps arabe. Peut-être que chez nous, c'est l'Harmattan ouest-africain, on ne sait pas. Mais je ne sais pas. Il y a en tout cas un mouvement auquel la Côte d'Ivoire ne peut pas échapper. Il faut que nous, jeunes, nous prenions nos responsabilités. Et j'invite donc tous les jeunes, j'invite donc tous les Ivoiriens à se lever et à se mettre à la suite de Charles Blé Goudé pour conquérir ce pouvoir d'État. En tout cas, mesdames, messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Maître Serge Ouraga, vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme, porte-parole du COJEP, avec qui nous avons fait le tour de l'actualité. Merci donc aux auditeurs qui nous ont appelés. Et puis désormais, il faut garder le bon temps, mais le téléphone est toujours ouvert parce que c'est ça aussi la radio. On veut vous donner la parole, mais gardez le bon temps. On est toujours content de vous recevoir, d'échanger également avec nos invités. Et puis en attendant de l'Harmattan de l'Afrique de l'Ouest, Cocorico vous donne rendez-vous demain, 6h, 9h. La finale. D'ici là, que Dieu nous garde. Bonne journée.